Tous bien. Si vous pouviez nous dire que tout est OK dans le chat au niveau sonore, ce serait parfait. Donc, on a l'immense honneur d'avoir des gens de l'étranger et de la France entière. Donc, on est vraiment très content de vous accueillir. C'est super. Et l'avantage du confinement, c'est que du coup, effectivement, on voyage en France et à l'étranger en virtuel. Donc, ça a un côté assez sympathique. Bonjour à tous, bienvenue. Et puis, j'espère que vous vous portez bien en cette période un petit peu particulière. Alors, déjà, première chose qu'on voulait vous dire, c'est que effectivement, prenez soin de vous. On est tous confinés, donc on espère que vous participerez de façon satisfaisante à ce webinaire, qu'il n'y aura pas de problème de connexion au niveau sonore et au niveau Internet. Voilà, on tient bon. On a encore jusqu'au 11 mai à minima pour tenir encore en télétravail et confiné. Donc voilà, on espère que tout va bien chez vous. Et ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, cette période de confinement, c'est un bon moyen pour se former, pour partager, pour rencontrer des gens de façon virtuelle. Donc, on est vraiment très content de vous avoir aussi nombreux sur ce webinaire aujourd'hui. Ce qu'on voit chez Talentia, c'est qu'effectivement, le Covid-19 a remis quand même une grosse priorité sur tout ce qui est digitalisation. Donc, on anime un certain nombre de webinaires via Wikipéo sur la digitalisation des processus métiers, RH et finances. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre régulièrement sur ces webinaires. Ça nous fera vraiment plaisir. Alors, je me présente, je suis Béatrice Piquer, CMO de Talentia pour ceux qui ne me connaissent pas, et je serai accompagnée de Rémi Bayot, qui est chef de marché RH. Donc, on a l'honneur aujourd'hui de discuter avec vous des indicateurs RH. On discute énormément avec des DRH dans un certain nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises, et c'est vrai que le sujet des indicateurs RH et des tableaux de bord est un sujet qui revient souvent. Donc, on a jugé pertinent d'adresser ce sujet aujourd'hui. Et étant donné le nombre de personnes inscrites et présentes à ce webinaire, je pense que c'est effectivement un sujet qui interpelle beaucoup de personnes. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. On prendra des questions et réponses à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat public que vous avez déjà commencé à utiliser pour poser vos questions. Et Rémi et moi, on y viendra à la fin avec grand plaisir. Voilà, j'espère que tout se passe bien au niveau technique pour vous. Je vous souhaite un excellent webinaire et ce que je vous propose, c'est de lancer la présentation. Alors, juste un petit récap par rapport à la complexité que vous devez gérer en tant que patron des RH. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de DRH qui se retrouvent confrontés à une complexité qui est assez grandissante, qui est de plus en plus forte et qui est de plus en plus forte non seulement parce que elle est d'ordre multidimensionnel, c'est-à-dire que les enjeux des DRH sont à la fois fonctionnels, de transformation organisationnelle et technique. Et que pour maximiser l'efficacité de ces RH, il faut effectivement mettre à jour les systèmes d'information, s'orienter vers des systèmes qui soient automatisés, qui soient webisés, qui soient SaaS, et de plus en plus qui offrent une couverture fonctionnelle un peu plus importante. Ce qu'on vous propose, nous, chez Talentia, donc c'est une suite complète. Et là, c'est juste un petit récap rapide sur nos solutions avant d'entamer le débat. Donc, c'est une solution complète qu'on appelle une plateforme RH ou suite RH qui part de la paye, la GTA, l'administration des RH, et puis au-dessus, qui rajoute des modules de gestion du capital humain, notamment la compensation, la gestion des talents, la formation et développement et le recrutement. Tout ça mis à disposition d'une plateforme RH pour la DRH et d'une plateforme collaborateur pour les collaborateurs. L'objectif est duel. D'un côté, c'est simplifier les processus RH pour les DRH et de l'autre côté, c'est simplifier la vie des collaborateurs sur l'ensemble des relations qu'ils vont avoir au niveau de la RH ou sur l'ensemble des processus RH qu'ils doivent utiliser au sein de leur vie dans l'entreprise.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels indicateurs RH pour quels objectifs? Donc, les DRH, comme vous, ont besoin d'outils spécifiques pour mener à bien leur mission. À commencer par des tableaux de bord RH qui permettent de traduire la réalité en chiffres afin de s'inscrire dans une logique de pilotage des ressources, mais également des compétences et des talents. Alors, ce qu'on voit au travers des DRH avec qui on discute, c'est que votre métier s'articule au cours de 3 périodes très précises et très distinctes qui doivent être suivies par des indicateurs précis. Donc, il y a l'entrée dans l'entreprise avec le niveau d'attractivité de votre entreprise, la capacité de recrutement des bons talents pour aller accompagner la croissance de vos organisations, la vie du collaborateur au sein de cette entreprise, donc la gestion de la masse salariale, la capacité à mesurer l'engagement des collaborateurs, la gestion de la mobilité. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, on voit bien que la notion de mobilité, de télétravail est très importante. La capacité d'accompagner les collaborateurs sur leur formation, les entretiens annuels, la gestion de la diversité, l'équité, le bilan social. Et puis, il y a une donnée aussi qui est très intéressante et très importante, c'est la capacité d'accompagner la sortie du salarié et de pouvoir mesurer en fait le turnover et les raisons pour lesquelles les collaborateurs quittent l'entreprise. Donc, les collaborateurs peuvent quitter l'entreprise parce qu'il y a un renouvellement naturel de la population lié au départ en retraite ou ce genre de choses. Ils peuvent quitter l'entreprise parce qu'il y a inadéquation entre leurs désirs et ce que propose l'entreprise. Ils peuvent quitter l'entreprise parce que l'entreprise leur demande de partir. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer en fait ce turnover pour pouvoir en apporter des conclusions et aligner la stratégie RH en fonction de ces différents indicateurs. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de rentrer un peu plus en détail avec Rémi sur chacun de ces différents indicateurs qui vont vous permettre de mettre en place des tableaux de bord qui seront alignés à votre entreprise et à la stratégie RH que vous souhaitez mettre en place au sein de votre organisation. Donc, nous, on a développé une offre qui s'appelle HR Intelligence et qui vous permet d'avoir des tableaux de bord traduisant en fait la réalité en chiffres et vous accompagnant dans l'optimisation du pilotage des ressources, des compétences et des talents. L'idée, c'est vraiment de vous donner les outils qui vous permettront en exécutif comité ou en comité de direction d'apporter les conclusions ou en tout cas de donner une véracité sur la photographie de vos collaborateurs et de votre entreprise, sur le capital humain, au regard de ce que veut faire l'entreprise à court terme, mais également de la stratégie qu'elle veut mettre en place à moyen long terme. Donc, HR Intelligence vous permet de maximiser le pilotage de votre capital humain. Donc, on a 4 niveaux d'indicateurs, si je peux appeler ça comme ça. On va délivrer une centaine d'indicateurs RH, des plus basiques aux plus compliqués. Et la force du système, c'est qu'on va essayer de vous fournir des indicateurs qui soient automatisés, automatisables pour construire vos propres tableaux de bord autour de la performance RH, autour de la gestion administrative de la paye et autour du bien-être des collaborateurs. L'idée étant de vous donner tous les indicateurs dont vous avez besoin pour mesurer votre politique RH et votre stratégie RH, et puis de simplifier ce qui peut être un peu fastidieux, tel que la réalisation du bilan social, tel que l'automatisation du calcul de l'index égalité homme-femme, ou tel que les contrôles de paye pour éviter les erreurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit peu à contribution. Donc, je vous ai mis à disposition 3 sondages. Donc, 3 questions vous sont posées. La première question sur vos indicateurs RH sont-ils suivis en comité de direction? La réalisation de votre bilan social est-elle aisée? Et la dernière question, le suivi de vos indicateurs RH est-il fait de façon régulière? Ces 3 questions seront, vous avez 1 minute pour y répondre de façon spontanée pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on regardera à la fin de ce webinaire ce qu'a donné la totalité des réponses. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans le vif du sujet encore plus précisément avec Rémi, qui va vous présenter la solution et comment Talentia ou HR Intelligence peut vous accompagner dans la mise en place de vos tableaux de bord RH avec un retour d'expérience sur ce que l'on peut voir au travers de nos clients et des autres entreprises que l'on accompagne. Rémi, je te donne la main. Oui, très bien. Donc, bonjour à tous, Rémi Bayot. Je vais donc prendre le relais, partager mon écran.
de façon à pouvoir illustrer un certain nombre de cas de figure à partir de notre solution. Alors, je rebondis sur une expression qu'a employée Béatrice à l'instant, des rapports automatisés ou automatisables. Au cours de cette présentation, on va prendre un certain nombre d'exemples qu'on a réalisés à partir de notre solution Talentia HR Suite, et en particulier notre outil HR Intelligence. Cet outil HR Intelligence, on a essayé de faire en sorte qu'il soit conçu pour être véritablement orienté utilisateur, de façon à ce que chacun ou chaque entreprise puisse concevoir ses propres indicateurs, parce que naturellement, il faut que les indicateurs soient adaptés à chaque contexte. Donc ça, c'est pour la partie automatisable. Et pour la partie automatisée, comme l'a évoqué Béatrice, c'est le fait que quand on arrive avec cette solution, on arrive avec du contenu. Alors, que ce soit du contenu qui vienne en réponse à un certain nombre d'obligations légales, on l'a évoqué, les bilans sociaux, les rapports liés aux index égalité hommes-femmes, et on les reprendra en détail tout à l'heure, ou que ce soit un catalogue, là par exemple d'une centaine de rapports qu'on a modélisés en réponse à des cas de figure qu'on est amené à rencontrer de façon assez régulière chez nos clients. Donc ça, c'est cette partie HR Intelligence, et tout ce qu'on va pouvoir voir au cours de cette réunion a été modélisé à partir de nos outils. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire rapidement une ou deux remarques. Et la première chose, c'est un constat sur la situation qu'on rencontre à l'heure actuelle dans la plupart des entreprises sur l'utilisation des indicateurs, et en particulier dans la sphère RH. Sur le sujet, il y a assez régulièrement des enquêtes qui sont produites, et malheureusement, je dirais, ces enquêtes, d'une année sur l'autre, arrivent à peu près toujours à la même conclusion. On s'aperçoit que, avec les années, les choses progressent assez peu. C'est que globalement, le constat, c'est que, en gros, on a toujours un tiers des entreprises qui estiment manquer d'indicateurs pertinents, et que de ce fait-là, Excel reste encore l'outil majoritairement utilisé. Et les indicateurs qui, malgré tout, sont en place, dans une grande majorité, le sont essentiellement autour de la gestion administrative, autour des effectifs, autour de la paye, autour des rémunérations. Et qu'en revanche, le domaine RH, à ce niveau-là, les choses sont souvent beaucoup moins formalisées. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, parce que, par exemple, il est toujours plus difficile d'identifier un REI sur des notions qui relèvent de l'humain. Mais voilà, le constat, il est suivant. On est quand même généralement, quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs, j'allais dire en manque, d'indicateurs pertinents. Rémi, je te coupe, pardon, il semble qu'il y a des participants qui ne voient pas ton écran, donc je ne sais pas si tu peux refaire un partage d'écran. Moi, ça marche bien, mais visiblement, il y a certaines personnes. Personne ne voit mon écran? Moi, je le vois, mais visiblement, les participants ne voient pas. Je vais arrêter le partage et le relancer. Ah, maintenant, il y a des gens qui disent que c'est OK, donc relance. Ouais. Est-ce que c'est bon? On va redemander, on va attendre un petit peu. Pour les personnes qui ne voyaient pas mon écran, je n'étais pas encore avancé dans la présentation, j'étais juste sur mes commentaires. Oui, OK, donc visiblement, c'est bon maintenant. Très bien. Alors, là, j'ai fait un constat. Ensuite, pourquoi mettre en place des indicateurs RH? Pour quels besoins? Pour quel type d'enjeu? Alors, je vais le dire de façon très résumée, c'est un peu une lapalissade, hein, mais je vais le dire quand même, c'est qu'à partir du moment où le service RH contribue à la performance de l'entreprise, on a besoin de prendre des décisions, et pour prendre une bonne décision, on a besoin de bonnes informations et de bons indicateurs. Ensuite, ces indicateurs, il ne s'agit pas de foncer tête baissée à modéliser tout un tas d'indicateurs. Il faut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi faire? Est-ce qu'on veut faire des indicateurs qui permettent de faire un constat d'une situation à l'instant T? Est-ce qu'on veut faire des analyses plutôt rétrospectives ou au contraire prédictives? Ensuite, ces indicateurs, à qui est-ce qu'ils vont être destinés? Est-ce qu'ils vont être à destination du service RH, des managers, des collaborateurs, de la direction générale, voire de clients externes à l'entreprise? Autre question, pour quel type de pilotage? Est-ce qu'on veut faire un pilotage opérationnel ou un pilotage plus stratégique?
etc., etc. Mais il est important de se poser toutes ces questions pour pas, encore une fois, partir tous azimuts et avoir une masse d'indicateurs qui perdront du coup leur pertinence, parce que de la même manière qu'on dit trop d'informations tue l'information, ben, on pourrait tout à fait dire trop d'indicateurs tue les indicateurs. Alors, on va donc prendre un certain nombre d'exemples et je vais commencer, dans un premier temps, par des indicateurs qui sont associés à la performance RH. On va prendre des exemples sur le recrutement, sur les compétences, sur les campagnes d'entretien. On est donc là sur un pilotage qui est plutôt un pilotage stratégique sur ces exemples-là. Alors, ces exemples, en plus, vont nous permettre d'illustrer le fait que on est quand même dans un monde qui est de plus en plus nous amène à gérer l'immédiateté. Hein. On est en permanence ou de plus en plus amené à prendre des décisions très rapides, et pour ce faire, on a besoin d'une connaissance instantanée et permanente de la situation, pour prendre des décisions qui sont basées sur des faits, parce que de plus en plus, on s'aperçoit qu'on se rend vers un pilotage orienté vers les données. Autre notion que l'on pourrait évoquer, c'est la prise en compte de la marque employeur. La prise en compte de la marque employeur va se faire sur des résultats autour des coûts de recrutement, autour du turnover par exemple. Donc pour répondre à ces différents types de besoins, on n'a pas besoin forcément de partir sur des tableaux de bord très détaillés, mais on va s'appuyer, vous envoyez quelques-uns à l'écran et on va les voir de façon plus dynamique, s'appuyer sur ce que j'avais appelé des indicateurs analytiques, hein, qui encore une fois permettront à des décideurs, sans d'une part avoir besoin de tableaux de bord détaillés, sans d'autre part bien sûr être amenés à rentrer dans les domaines applicatifs correspondants, ces décideurs, ils ont besoin instantanément d'accéder à une information tout de suite lisible, graphique, épurée, qui va permettre de faire apparaître de façon instantanée l'information pertinente. D'accord ? Alors, la technologie nous y aide, hein, parce que, alors on ne le voit pas aujourd'hui, mais on pourrait très bien ces mêmes indicateurs les faire apparaître sur un smartphone, une tablette par exemple. Alors, prenons quelques cas de figure. Donc là, je vais rentrer dans notre solution Talent CHR Suite, et pour vous expliquer ce qui va s'afficher à l'écran, je me suis positionné en tant que RH, et là j'ai un exemple de portail qui pourrait être proposé. Je dis un exemple parce que tout ça relève d'un paramétrage et tout ça est personnalisable naturellement. Et déjà, dans un premier temps, je vois apparaître en bas à gauche un certain nombre de ces indicateurs analytiques. Hein. Je vois là, par exemple, en bas à gauche en rouge, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est en rouge, que je ne suis pas du tout à parité dans mon entreprise. J'ai ici un indicateur sur le turnover. Donc, on est, encore une fois, sur des notions assez épurées. Tout de suite, on a l'information et on est en dynamique. En dynamique, ça veut dire, par exemple, que si je clique sur cet indicateur lié au turnover, je vais pouvoir avoir le détail des personnes associées à ces entrées ou sorties dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier exemple. Si on va un peu plus loin sur le recrutement, les compétences ou les talents, par exemple, donc là, je vais être sur un domaine qui relève de ce qu'on appelle le management du capital humain. Je vais arriver sur une page et je vais prendre différents exemples. Vous voyez, en bas à gauche, j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de KPI. Hein, donc, on est vraiment sur des indicateurs analytiques. On n'est pas à ce niveau-là encore sur du tableau de bord. Et si je prends ce qui relève du recrutement, eh bien, ce sont des exemples. Hein, il ne faut pas forcément prendre tout ça pour argent comptant. Encore une fois, tout ça relève de paramétrage. Et l'idée, c'est de mettre en place les indicateurs pertinents en fonction d'un contexte. Donc là, en haut à gauche, j'ai un indicateur qui me permet, dans le temps, de voir l'évolution de la répartition des offres d'emploi entre les offres émises en externe et ou en interne. J'ai ici le suivi de l'obsolescence des CV. J'ai ici en haut un tableau assez synthétique qui va me faire apparaître les différentes campagnes de recrutement que j'ai pu émettre et puis avec un certain nombre de résultats associés. Et d'ailleurs, si je prends l'une ou l'autre de ces campagnes, je vais prendre celle-là, je vais avoir sur la partie droite les indicateurs correspondants. Donc là, concrètement, sur cette campagne gestionnaire de crédit, ça c'est ma modélisation que j'ai faite en amont au niveau de la gestion de recrutement, j'ai identifié, associé à cette campagne,
voilà, je dirais, le parcours ou les étapes que prendront les différents dossiers de candidature que j'aurai retenus. Et donc là, j'ai au niveau de cette campagne un graphique très simple qui va me permettre de, par étape, d'identifier le niveau d'avancement des différents dossiers de candidature, avec toujours la possibilité de zoomer et de rentrer dans le détail pour enchaîner sur d'autres actions individuelles ou collectives en fonction des critères. Donc là, ce sont des exemples. J'aurais pu autour du recrutement, parce que le recrutement, c'est toujours un sujet qui peut être véritablement stratégique, parce qu'à la fois, on va gérer du volume et qui peut avoir une vraie incidence sur la stratégie et les orientations futures de l'entreprise. Les recrutements sont toujours une source de coûts importants, donc je pourrais avoir des indicateurs mesurant les coûts de recrutement, par exemple. Donc on pourrait multiplier les exemples. Autre exemple, autour de la performance. Donc là, je vais m'intéresser plutôt à la notion de compétence. Alors, je vais prendre cet exemple-là, j'allais dire juste pour illustrer un autre exemple de représentation. Donc là, je suis sur une carte de compétences que je pourrais avoir de manière globale sur l'ensemble de ma population ou sur la partie gauche, là, j'entrevois en tout cas que je pourrais me positionner sur une population particulière, une structure, une entité, peu importe. Et instantanément, sur toute ou partie de ma population, j'ai mon œil qui est attiré sur là où les compétences les plus largement partagées dans mon entreprise, ou à l'inverse, en périphérie, celles qui le sont moins. Et toujours de la même manière, si je me positionne sur l'une ou sur l'autre, je vais voir les collaborateurs qui y sont associés et à nouveau des possibilités d'enchaîner sur telle ou telle action. Donc, je voulais vous montrer cet indicateur-là. C'est aussi une représentation assez parlante des choses qui peuvent être envisagées. Donc là, on vient d'évoquer la notion de performance, de compétences, pardon, de performance autour des compétences. Si je reviens ici sur mes différents KPI, en termes de gestion de talent, on va retrouver la fameuse Ninebox qui va permettre de croiser des notions de potentiel et de performance, de faire apparaître les hauts potentiels, là les acteurs clés, etc. Et toujours à nouveau la possibilité de zoomer et de rentrer dans un niveau de détail. Dans ce slide, on a fait apparaître également la notion de pilotage des campagnes d'entretien. Donc ça, je vais m'y attarder quelques instants parce que on est dans des solutions qui sont conçues pour être largement collaboratives. Et qui dit collaboratif dit processus. Et il est toujours intéressant de pouvoir, par le biais, là aussi, d'indicateurs analytiques ou de KPI, de suivre l'avancement, de suivre même quotidiennement l'avancement des processus, parce que ça va nous permettre, le cas échéant, d'être très réactif, de pouvoir peut-être relancer tel ou tel acteur, ou d'infléchir ou d'influer sur la stratégie RH des mois ou des périodes à venir. Donc, si je prends un exemple, en termes de processus, je vais prendre, comme on l'a évoqué, un processus lié à la notion d'entretien. Et donc là, je vais prendre par exemple celui-là, l'entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel, vous voyez là, ici instantanément, je vois que par rapport à une campagne que j'ai déclenchée au préalable, à l'instant T, j'ai un pourcentage d'achèvement qui est de 13%, j'ai 86% de mes collaborateurs qui n'ont pas encore suivi leur entretien, et puis là, de la même manière, j'ai les indicateurs associés, où là aussi, par rapport à ces entretiens, voilà où j'en suis dans les différentes phases. Est-ce que ces entretiens sont encore une phase préparatoire que j'ai appelée brouillon? Est-ce que, à l'inverse, combien ont été signés, etc., etc. Donc là aussi, ça va me permettre d'être très réactif. Là, en l'occurrence, par rapport à la date à laquelle on est, suivant la typologie de l'entretien, je vais peut-être automatiquement relancer les managers des personnes concernées pour qu'ils accélèrent un petit peu la conduite de leurs entretiens. Donc, en termes de collaboratif, on pourrait imaginer différents autres exemples. Ça pourrait être, par exemple, autour de la formation, le bilan annuel des 6 ans, par exemple. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Alors, je ne vais pas l'illustrer
aujourd'hui. Mais un exemple qui est souvent intéressant et qui favorise à la fois le collaboratif, mais également l'implication des collaborateurs, c'est par exemple la mise en place d'enquêtes. On peut avoir en amont, par le biais de formulaires ou de questionnaires web, des enquêtes sur, je ne sais pas moi, le bien-être au travail, les relations avec la hiérarchie. On peut multiplier les exemples et le résultat de ces enquêtes permettront ensuite de prévoir des analyses transversales et la production automatique d'indicateurs. Donc, comme je l'ai dit, on est là davantage sur des indicateurs qui vont permettre un pilotage stratégique parce qu'ils vont permettre de définir, voire d'orienter, ou comme je disais tout à l'heure, d'influer, le cas échéant, sur la politique RH. Alors, on vient d'évoquer des exemples qui sont plutôt liés à la mesure de la performance. On a pris des exemples sur le recrutement, sur les talents, sur les compétences. Et comme je l'ai dit en introduction, la gestion administrative reste quand même bien souvent le premier domaine au niveau duquel on va mettre en place des indicateurs. D'une part parce que c'est un domaine qui s'y prête bien et sur lequel les indicateurs sont peut-être quelquefois plus faciles à mettre en œuvre. Mais c'est néanmoins intéressant parce que la gestion administrative reste quand même très génératrice de coûts. Donc, il est intéressant de mesurer ce qui est fait au niveau de la gestion administrative et voir de quelle manière on va pouvoir optimiser cette gestion. Mais cette gestion administrative peut par ailleurs également être, le cas échéant, être source d'insatisfaction de la part de différents acteurs internes de l'entreprise, à commencer par les collaborateurs. Là, vous voyez en bas, on évoque des indicateurs liés à la paye. Si dans mon environnement, je n'ai pas des indicateurs qui vont me permettre de suivre la qualité, la fiabilité des payes qui sont produites, ben, potentiellement, je ne dis pas obligatoirement, mais potentiellement, je m'expose à diffuser des payes ayant des anomalies et inévitablement, j'aurai des retours négatifs de la part des collaborateurs. Donc, avec cet exemple un petit peu bateau, mais je voulais évoquer le fait que la mise en place de ces indicateurs vont participer aussi à la fluidité du partage d'informations entre les différentes strates de l'entreprise, entre les différents acteurs, et vont participer à la satisfaction des différents clients internes du service RH. Donc, on est sur du pilotage administratif, on est aussi sur du pilotage social. On a vu apparaître tout à l'heure, et on va y revenir, le bilan social, les index égalité hommes-femmes, tout ce qui relève des obligations des négociations. J'évoquais précédemment autour de la formation, le bilan annuel des 6 ans, le bilan des 6 ans, par exemple. Donc, majoritairement, par ailleurs, les indicateurs qui relèvent de la gestion administrative vont concerner essentiellement les services RH, mais également les opérationnels, parce que chacun de ces indicateurs, potentiellement, vont peut-être être déclinés par service, par département, par entité, en fonction des organisations, en fonction des structures, de manière à donner aux opérationnels les moyens d'améliorer leur productivité. Donc, les opérationnels sont des clients qui peuvent être directement intéressés par des indicateurs RH. Prenons quelques exemples. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand j'étais sur mon portail, je vous ai montré le turnover, par exemple. Si je descends un petit peu, je pourrais prendre d'autres exemples. Une analyse de l'effectif par catégorie, par société, par département, par catégorie, par sexe, avec toujours la possibilité de zoomer et d'ouvrir et afficher le détail des collaborateurs concernés. Un autre exemple, autour des... pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, excusez-moi. Autour de la gestion des salariés, des effectifs. Sur les effectifs. Bon, je pourrais avoir différentes sortes de statistiques sur les effectifs, par sexe, par contrat, par ancienneté, par niveau, par âge, par centre de coût. L'analytique, on reviendra tout à l'heure sur l'analytique. Et ce que je voulais évoquer, c'est que à la fois, ça dépend des besoins, on va pouvoir avoir une situation
Allô, oui, bonjour. Du coup, visiblement, on a perdu Rémi, le principal présentateur. C'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les DRH avec qui nous discutons aujourd'hui nous disent un certain nombre de choses. C'est qu'il est important de pouvoir en fait avoir un certain nombre d'indicateurs RH qui soient mis à disposition des DRH pour pouvoir après aligner ces indicateurs de bord sur 3 niveaux. La performance des DRH, la gestion administrative de la paye, le bien-être des collaborateurs. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, le bilan social est quelque chose d'assez fastidieux et assez compliqué et que, en général, il faut une personne temps plein sur, sur la mise en place de ce Indicateurs, les tableaux de bord et les rapports avec le niveau d'agrégation ou de détails nécessaires pour répondre aux besoins de tel ou tel acteur, en l'occurrence ici, par exemple, le contrôle de gestion. Donc, voilà un exemple que je voulais vous proposer. Alors, on a évoqué le bilan social. Alors, on est toujours au niveau de la gestion administrative, on est toujours au niveau d'un pilotage social. Le bilan social, même s'il ne fait pas apparaître les différentes actions menées autour du capital humain pour gérer les talents, l'évolution des collaborateurs, il reste quand même une mine d'informations assez intéressante. Hein. Et il va permettre en plus d'obtenir véritablement une cartographie d'une situation à un instant T, en l'occurrence au 31 décembre de l'exercice précédent. Même si potentiellement, mais ça peut être aussi utilisé à cet objectif-là, il va permettre, comme c'est noté ici, et le cas échéant, d'identifier un certain nombre de lacunes au niveau de la stratégie RH. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, là vous en apercevez un, des indicateurs qu'on va trouver au niveau du bilan social, hein, tout le monde connaît le bilan social, on va avoir des indicateurs sur les effectifs, les rémunérations, la population intérimaire quand on en a, la formation, etc. Je vais prendre un autre exemple qui me semble intéressant, c'est les index égalité hommes-femmes. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que il est assez représentatif. Les index égalité hommes-femmes, ça correspond à une obligation relativement récente, relativement nouvelle. Et donc, c'est représentatif du fait que les solutions, et en l'occurrence ici, une solution comme HR intelligent, doit être suffisamment souple et évolutive pour absorber l'évolution permanente des obligations, qu'elles soient internes, mais également externes. Au niveau RH, on a des législateurs qui sont toujours très inventifs en termes d'évolution. Donc, il est important d'avoir cette souplesse et cette évolution-là. Prenons l'exemple de cet indicateur. Donc là, vous voyez, j'ai le bilan social, j'ai les index égalité hommes-femmes. Et alors là, ce que je vais faire ici, je vais me positionner dans une entité et dans une période. L'idée, et là, ce que je vais vous montrer là, ça fait partie du catalogue de rapports prêt à l'emploi qui est délivré lorsque nous le proposons à nos clients. Et donc, ce que je vais illustrer par cet exemple-là, c'est l'optimisation du temps dans la réponse à ce type d'obligation. Pour répondre à l'index égalité hommes-femmes, l'idée ici, c'est d'appuyer uniquement sur un bouton, le bouton index, et instantanément, au bout de quelques secondes, une fois qu'il aura fait son extraction, que le système fasse tout le travail préparatoire pour aboutir au résultat qui va m'être affiché dans quelques instants. Et en l'occurrence, la note obtenue par rapport au nombre de points détectés ou obtenus sur chacun des 5 indicateurs. Donc ça, c'est le résultat. J'ai fait aucune saisie complémentaire en amont. Instantanément, le système m'apporte le résultat. Et comme d'habitude, toujours la possibilité de rentrer dans le détail, à minima pour expliquer, le cas échéant pour justifier. Donc là, par exemple, sur le premier indicateur, sur les écarts de rémunération, dans un premier temps, il va m'afficher la note liée à cet indicateur. Et si je regarde le détail, il va, alors c'est des indicateurs qui sont mesurés par tranche d'âge et par CSP, donc il va m'identifier quels sont les groupes qui sont pris en compte ou au contraire exclus parce que la réglementation prévoit un certain nombre de cas de figure. D'ailleurs, on voit qu'en même temps, on rappelle
le petit morceau du texte de loi correspondant, parce que à l'instant T, on n'est pas forcément obligé d'avoir en tête l'ensemble du détail de la réglementation, et puis ensuite le détail des résultats qui vont aboutir à la note ici de 39 sur 40. D'accord? Donc ça, c'est autour de cet index égalité de femmes, on illustre véritablement l'automatisation complète d'un processus et qui participe grandement à l'optimisation du temps par rapport au temps qu'on aurait à passer si on devait faire ça manuellement dans Excel. On était ici sur le bilan social et je voudrais, pour terminer sur ce sujet-là, profiter de l'occasion pour évoquer également la nécessité de disposer d'indicateurs individuels, parce que tous les exemples qu'on a pu prendre jusqu'à présent étaient des indicateurs plutôt liés à des analyses collectives. Mais bilan social, on pourrait parler aussi de bilan social individuel, le BSI. L'autre exemple, c'est toujours pour la réponse à des clients internes, le manager qui, de manière impromptue, va devoir recevoir un collaborateur, ben, instantanément, il va pouvoir avoir autour du dossier salarié une fiche ou un tableau de bord de synthèse qui, par le biais d'une vision 360 degrés, me permettra d'avoir une fiche récapitulative concernant la vie du collaborateur dans l'entreprise. Alors, sur la partie gauche, j'ai des informations plutôt administratives. Ici, au centre, j'ai son évolution de situation dans l'entreprise, d'éventuels arrêts de travail. À droite, vous voyez, en plus, avec une ligne de temps, la possibilité de voir de quelle manière ont évolué tel ou tel élément de salaire. Peu importe, hein, mais là, ça vous permet d'identifier aussi quelle typologie de représentation on peut aussi mettre en place lorsqu'on met en place des indicateurs. Donc voilà, donc je rebondissais ici aussi sur les indicateurs individuels. Toujours autour de la gestion administrative, je l'ai mentionné tout à l'heure, les contrôles de paye. Et donc, je reviens dessus pour réinsister sur une notion, c'est le fait que ces indicateurs, on va pouvoir les utiliser de façon à ce que la solution nous permet d'être proactive et non pas uniquement en mode réaction. Hein. L'idée, c'est d'être proactif. Contrôle de paye, mais pas uniquement d'ailleurs, hein, parce que c'est cette partie que j'appelle ici audit et contrôle, on peut anticiper des contrôles sur des variations d'effectifs, des évolutions dans les dossiers salariés, des nouvelles oppositions sur salaire sur le mois, des informations liées à la gestion de temps et activité, etc., etc. Mais si je reviens par exemple sur le contrôle de paye, un contrôle dit éventuellement détection d'anomalies, mais pas que. On a toujours des cas particuliers que l'on va vouloir surveiller de près. Hein. Si je reprends l'exemple des oppositions, bah, par exemple, surveiller de près les salariés pour lesquels ce mois-ci, j'aurai une nouvelle opposition sur salaire. C'est un exemple. Et donc, quand on va contrôler les payes, ben finalement, quels que soient les volumes, on s'aperçoit qu'on sait un peu à l'avance ce que l'on va vouloir contrôler. Donc, l'idée, c'est d'anticiper, d'identifier en amont les points de contrôle qu'on veut mettre en avant et de faire en sorte que le système soit proactif et nous amène instantanément les anomalies ou points de surveillance que l'on a voulu mettre en œuvre. Donc, par exemple, vous voyez ici des payes négatives. Pas forcément faux d'avoir une paye négative, mais en tout cas, on va le suivre de près. Des valeurs sur le net à payer ou sur d'autres rubriques qui seraient inférieures ou supérieures à un seuil que j'aurais donné. Ce sont des exemples, mais c'est pour illustrer aussi cette partie proactivité par le biais d'indicateurs et en amont de ça ou en parallèle, naturellement aussi, je pourrais avoir des alertes. Alors, on l'a dit, tout un catalogue d'indicateurs et de rapports prêts à l'emploi qui sont proposés à l'installation. On ne voit pas aujourd'hui, hein, mais encore une fois, parce que chaque entreprise a ses propres besoins, que d'autre part, ses besoins sont évolutifs, il est important de disposer d'un outil qui soit orienté utilisateur et qui permette à chacun d'être autonome dans sa modélisation. C'est ce qu'on fait avec HR Intelligence, et que pour autant, et vous en avez un extrait, hein, c'est pas du tout exhaustif, il est tout aussi important
on l'a vu avec les index égalité hommes-femmes, d'arriver avec du contenu qui soit, selon les cas, directement prêt à l'emploi. On a évoqué différents types d'indicateurs. Je rappelle un des constats qu'on faisait au début, c'est qu'une des particularités du domaine RH par opposition à d'autres domaines dans l'entreprise, c'est le nombre impressionnant et foisonnant d'informations qui sont à gérer et l'évolution de cette masse d'informations. On est obligé donc de composer avec des données qui sont d'origine multiple et souvent hétérogènes. À partir de là, eh bien, il est indispensable, si on veut se mettre dans une dynamique de proactivité, comme je disais à l'instant, et en particulier autour de la gestion des talents et d'une gestion qualitative ou prédictive, d'être d'abord en mesure d'avoir une vision précise, cohérente, opposable à un instant T ou à un instant donné sur lequel on se sera positionné. D'autant plus que, on l'a dit en introduction, on est amené à prendre des décisions de plus en plus rapides dans un timing de plus en plus court. Ça veut dire qu'au-delà des différentes possibilités et natures d'indicateurs de tableau de bord comme on a pu voir, la technologie rentre également en jeu. Ça veut dire des accès web, ça veut dire des accès sur tout type de support. On est de plus en plus mobile avec des tablettes, avec des smartphones. Et puis, on l'a illustré sur différents exemples, un accès dynamique aux informations. Là, sur cette slide, on voit apparaître l'accès à ces indicateurs par le biais, par exemple, d'un smartphone. Et si je reviens à ce sur quoi on était tout à l'heure, ici, des indicateurs de ce type-là sont tout à fait adaptés à une manipulation par le biais d'un smartphone, par exemple. On a perdu ton écran, Rémi. À nouveau? Vous ne voyez pas? Est-ce que vous me voyez? Non. On ne voit plus ton écran, Rémi. Je vais relancer. Pourtant, mon partage. Je vais stopper le partage. Bon. Béatrice? Donc là, on est sur la presse. On a la presse qui défile, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'on peut. Alors, ouais. Est-ce que vous voyez mon écran à nouveau là? Là, c'est bon, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, voilà. J'arrivais au bout. Je vois d'ailleurs le temps qui passe. Ce qu'on peut dire un peu en guise de conclusion, c'est qu'on a vu différents types d'indicateurs, de KPI, de tableaux de bord, qu'il existe plusieurs méthodes de classement, d'identification de ces indicateurs. On évoquait dans la salle précédente les 3 niveaux, opérationnels, indicateurs de mesure, indicateurs de planification. On pourrait imaginer d'autres critères de classement. La littérature propose tout un tas de cas de figure. Mais en synthèse, la réalité, c'est qu'il faut mettre en place des indicateurs qui correspondent au contexte de l'entreprise, des indicateurs simples, ciblés et adaptés aux besoins, en partant du principe que l'objectif, c'est d'apporter les bonnes données et les bonnes informations aux différents clients internes de l'entreprise. C'est l'objectif. Et à nouveau, pour terminer, la technologie nous y aide. Et en parlant de technologie, un peu en guise d'ouverture, alors je ne vais pas le développer parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, mais on pourrait terminer en évoquant tout ce qui relève du big data et du prédictif. Le big data est donc la possibilité d'exploiter des données issues de sources extérieures multiples en très grand nombre. Et ce big data sera particulièrement adapté dans le domaine RH et entre autres dans le domaine qui est lié au recrutement, qui est toujours potentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, source de coûts importants, où le big data sera aussi adapté pour mettre en œuvre des analyses ou des moyens permettant d'attirer ou de conserver les talents. Ce big data va permettre également de faciliter des benchmarks et de comparer, par exemple, son absentéisme par rapport à un taux d'absentéisme que je pourrais avoir au niveau d'une région, au niveau d'une branche. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Rester au niveau
aujourd'hui de cette première étape, qui est un prérequis, disposer des bonnes données et mettre en place des indicateurs simples, pertinents et ciblés. Voilà, je vais m'en tenir là et je vais, Béatrice, te redonner la main. Ouais, du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe en fait aux questions, puisqu'en fait, on a passé sur le type d'indicateurs qui peuvent être fournis par des outils. On a des questions qui sont du style comment mettre en œuvre en fait ces indicateurs simplement. Il semble que la plus grosse interrogation, ce soit pas forcément les outils à utiliser derrière, mais au-delà des outils, c'est comment on définit quels indicateurs choisir par rapport à quels objectifs et comment les mesurer. Donc, effectivement, tu disais tout à l'heure qu'on avait besoin d'outils pour pouvoir le faire, puisque ces outils sont interfacés avec les logiciels qui ont la donnée, donc la paye ou les logiciels de domaine capital management, exemple de données. Impossibilité de mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord. Mais au-delà de ça, est-ce que, au regard de ton expérience, tu as des best practices à transmettre sur concrètement par quels premiers indicateurs s'appuyer, sur quels premiers indicateurs s'appuyer, quoi mettre en place en premier? Comme j'ai dit un peu de manière un peu récurrente dans ma présentation, le domaine le premier domaine sur lequel il est facile de mettre en place des indicateurs, c'est la gestion administrative. La gestion administrative, potentiellement, elle peut générer des coûts importants et il peut être intéressant d'optimiser les coûts liés à cette gestion administrative. Donc, assez facilement, on peut mettre en place des indicateurs sur des rémunérations, sur les effectifs, etc. Et quand des gestions administratives, entre autres, l'optimisation de la productivité en paye. Hein. Et donc là, je rebondis sur les indicateurs de contrôle de paye permettant d'être proactifs. Hein. C'est un des derniers exemples que l'on a pris pendant cette présentation. Si on est proactif dans l'identification d'anomalies, etc., on va pouvoir gagner du temps dans le contrôle de paye et potentiellement permettre à chaque gestionnaire de paye de prendre en charge un nombre beaucoup plus important de payes à traiter. Donc là, véritablement, on a la possibilité d'optimiser la productivité de la paye et ça suppose d'avoir les indicateurs qui vont aider, là en l'occurrence, les gestionnaires de paye. C'est un exemple parmi d'autres. Mmh. D'accord. Il y avait des questions aussi sur la capacité à faire des analyses comparatives d'une année sur l'autre. Oui, alors là aussi, assez facilement, on peut le faire au niveau de la paye, hein, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'un trimestre sur l'autre, sur telle ou telle rubrique, voir l'évolution des salaires, voir l'évolution des rémunérations. Et de la même manière, des comparatifs par période, quelle que soit l'amplitude de ces périodes, on va pouvoir les trouver sur l'ensemble des domaines. Ça pourrait être sur l'évolution des formations, l'évolution des entretiens, de la manière dont on va conduire les entretiens, etc., etc. Donc, ces analyses transversales et comparatives, elles vont pouvoir être pertinentes sur l'ensemble des domaines et pas uniquement sur la gestion administrative. De la même manière, des analyses comparatives, mais il sera aussi intéressant, on l'évoquait par exemple tout à l'heure sur les processus, de voir l'évolution des objectifs, hein, quand on se sera fixé des objectifs, les suivis à date, voir l'évolution au mois, au trimestre, à l'année, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des frustrations parce que les gens disent, bah oui, mais du coup, quels indicateurs on doit mettre en place? Malheureusement, il n'y a pas de règle, hein, puisqu'en fait, chaque entreprise, en fonction de sa stratégie, en fonction de ses objectifs de croissance, va mettre en place des indicateurs qui lui sont propres. L'autre fois, je discutais avec le DRH de Chanel, par exemple, qui disait nous, notre objectif, c'est de s'assurer que les métiers à forte valeur ajoutée qui sont plus entre guillemets formés aujourd'hui puissent se transmettre d'un collaborateur à l'autre pour pouvoir garder en fait la pérennité des métiers d'art de l'entreprise. Et donc pour ça, il faut mesurer la pyramide des âges et en même temps mesurer l'engagement parce que c'est pas parce que vous avez une pyramide des âges qui est inversée
que vous avez un vieillissement de la population. Et au même titre, si c'est pas mesuré au regard de l'engagement, c'est pas parce que vous avez des gens qui ont une ancienneté forte que l'engagement est fort. Et donc, malheureusement, c'est l'addition de plusieurs indicateurs qui, selon le secteur d'activité, qui selon l'objectif de croissance de l'entreprise, qui selon la stratégie RH, seront à croiser et à regarder. Peut-être que tu as d'autres retours d'expérience. Je rebondis également sur pour compléter, hein, sur une question que posait Dominique. Et la question était de dire, est-ce que ce système est plutôt adapté aux grandes entreprises ou bien est-il gérable en PME? Et donc, ça complète également ce que tu viens de dire, c'est-à-dire en fonction des contextes, l'idée c'est de mettre en place des indicateurs adaptés au contexte. Quand on parle d'optimisation de la productivité, de suivi de la mobilité, de suivi du recrutement, là, finalement, c'est pas lié à la taille de l'entreprise, c'est lié plutôt au contexte. On avait des questions sur comment améliorer la productivité de la paye, par exemple, au travers de ces indicateurs. Tu en as un petit peu parlé, mais peut-être que tu peux aller plus précisément. Oui, alors c'est la première réponse que j'ai faite, hein, en revenant sur la proactivité que pouvait avoir la solution par la mise en place de contrôle de paye, mais pas que de paye, hein, comme je l'ai dit. Donc, si on a des indicateurs, parce que quand on contrôle la paye, on sait à l'avance ce que l'on va contrôler. Donc, autant l'anticiper, le dire au système de façon à ce que ce soit lui qui nous amène l'information. Et donc, on va gagner du temps, gagner de la fiabilité, on va être sûr de ne pas laisser passer une anomalie ou une incohérence, hein, pas que des anomalies, et on va être, j'allais dire, beaucoup plus serein dans son exploitation de paye. Donc, tout ça mis bout à bout, plus les différents tableaux de bord de suivi qu'on pourra enchaîner, hein, il y a toujours cette notion de scénario à une production de paye, elles vont concourir à l'optimisation et par là même l'optimisation de la productivité de la paye. Autre question, comment mesurer la stabilité des collaborateurs après l'embauche? Alors là, ça va pouvoir se faire par la mise en place d'indicateurs qui vont peut-être aussi croiser différents domaines, croiser des informations qui seront ici des recrutements et puis des informations qu'on retrouvera ensuite côté gestion administrative. Ça peut être croisé aussi avec des processus. On a parlé de processus qui pourraient jalonner, hein, la vie d'un collaborateur. Et à l'occasion d'une embauche, on pourrait mettre un processus de type onboarding, par exemple, et puis X semaines après l'embauche, avoir, par exemple, j'ai évoqué des enquêtes ou des formulaires, par exemple, un rapport d'étonnement, et qui permettrait de mesurer, par exemple, un niveau de satisfaction et qui permettrait aussi de donner lieu à des indicateurs. Et de façon ensuite beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique, il peut être intéressant de mesurer 6 mois, 1 an après, par rapport à des nouveaux collaborateurs, s'ils sont encore là, hein, on revient aussi sur le turnover, et s'ils sont partis, pourquoi ils sont partis. Il est toujours intéressant aussi de mesurer les raisons d'un départ. Et puis, dernière question, comment mesurer la mobilité des collaborateurs? Alors, là aussi, hein, c'est des indicateurs qui vont pouvoir être mis en place en croisant des informations gestion administrative et liées au recrutement, par exemple, hein, quand on voyait un peu sur le recrutement, où on pouvait mesurer les recrutements qui étaient faits en interne. Hein. Donc, c'est une chose qui peut être croisée entre recrutement et peut-être aussi la formation, peut-être aussi les compétences en fonction du niveau de détail. Donc, il peut être intéressant, par exemple, d'avoir un indicateur mesurant le pourcentage de recrutement interne. Ça donne aussi une indication sur la mobilité, un indicateur sur l'évolution des postes à pouvoir en interne. Ça interfère aussi sur des notions de mobilité. Mmh. Et puis, une question, comment réduire le risque de redressement URSSAF grâce à la BI? Là, on est plutôt, me semble-t-il, sur des indicateurs alors, plutôt de type tableau de bord et non pas de type KPI comme on a pu le voir sur différents exemples.
des tableaux de bord qui vont permettre de mettre en évidence, par exemple, mais pas uniquement, par exemple, des assiettes de cotisation par rapport à certaines typologies de contrats. Hein. Donc, il y a tout un tas de tableaux de bord plutôt sur des données de paye plus ou moins agrégées ou plus ou moins ciblées par rapport à des cotisations ou autres qui vont permettre de vérifier qu'on est bien dans les clous par rapport à une réglementation et le cas échéant d'anticiper. Et ces rapports ou ces contrôles qui peuvent être faits, là je parle plutôt côté back-office en amont de la partie BI, peuvent être le cas échéant bloquants de façon à ce que si véritablement il y avait une véritable anomalie sur le sujet, ben, on anticipe et on oblige le gestionnaire à corriger de façon à produire une paye qui par la suite ne génère pas potentiellement un redressement URSSAF ou autre. Il y a une question sur les indicateurs et la taille des entreprises. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que quelle que soit la taille de l'entreprise, les indicateurs RH peuvent être mesurés de part et d'autre avec des outils tels que l'on présente comme avec d'autres outils issus de la paye. C'est ça. En fait, c'est lié. Enfin, encore une fois, l'idée, c'est de mettre en place des indicateurs qui soient pertinents par rapport à un contexte. Hein. On a pris des exemples sur le recrutement. Si le recrutement n'est pas un sujet dans l'entreprise ou en tout cas n'est pas associé à des volumes qui le méritent, c'est pas la peine de partir sur cette thématique-là. Et là, potentiellement, c'est pas forcément lié uniquement à la taille de l'entreprise. C'est lié à un contexte. Donc, l'objectif, ça rejoint les questions à poser que j'évoquais en introduction, c'est d'abord identifier la typologie d'indicateurs et, entre autres, adapter à la taille, mais pas que. Tout à fait. On est arrivé à la fin de ce webinaire, donc on vous remercie beaucoup. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. Si vous le souhaitez, à l'occasion d'un autre webinaire, on pourra prendre des cas plus concrets, cas d'école qu'on a vu chez nos clients au travers de témoignages sur des secteurs d'activité où ils ont mis en place un certain nombre d'indicateurs, ce qui peut vous accompagner. Il n'y a pas de réponse absolue en la matière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une démultiplicité des data RH. Et grâce à ces data, il y a un nombre de possibles de mesurer en fait l'attractivité de l'entreprise, l'engagement des collaborateurs et le turnover, entre autres. Donc voilà, après, ça va dépendre vraiment de la politique RH de chacune des entreprises, du secteur d'activité et de ce que l'entreprise veut vraiment mettre en place en termes de mesure de son capital humain. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation et de l'outil et des indicateurs. On reste à votre disposition. Merci à tous. Sur le site web talentia-software.com. Et puis, on espère vous revoir prochainement sur la chaîne Webikeo Talentia. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.